Je regarde qui au fait? Je te regarde toi, je regarde lui? Non, lui, plutôt. Je te réponds, ça marche. Ok, ok. Donc voilà, sur le plateau de Cévennes TV en direct de Saint-Julien-d'Arpan. Parfait. Donc Patrick, pour commencer, peut-être est-ce que tu peux rapidement te présenter en tant qu'auteur, historien? Oui, je suis originaire d'ici, Saint-Jean-d'Arpan. Je suis revenu vivre dans ma maison il y a maintenant quelques années, tout en enseignant à Paris, dans une université parisienne qui s'appelle l'École pratique et hautes études. Et je suis historien du protestantisme, des Cévennes, et tombé amoureux il y a maintenant 50 ans de l'Hyper-Immeuble. On va y venir. Les permis de Maillot, est-ce qu'il y a peut-être 2-3 titres un peu clés, phares que tu as publiés ces dernières années que tu as envie de mentionner pour que les gens se situent un petit peu? Pardon. Ça, tu vas couper. Alors, oui, des titres phares dont je serais l'auteur. Non, oui, je peux dire que Panmum avait influé sur 2 petits livres que j'ai écrits, qui sont pas tout à fait des livres d'histoire classique. Un livre d'histoire, c'est lourd, il y a un appareil de notes compliqué. J'avais écrit il y a maintenant bientôt 20 ans, un petit livre qui s'intitule Cévennes, un jardin d'Israël, qui est une sorte de rêverie sur ce paysage, sur cette histoire. Et plus récemment, dans le même genre, j'ai écrit Les pommiers juifs du pain de Lys, qui est l'histoire du parcours que je fais avec les descendants de 2 familles juives cachées dans les Cévennes pendant la guerre. L'une qui a été déportée à Auschwitz, des hommes seuls ont survécu, l'autre qui a échappé à tout, et les descendants sont revenus en pèlerinage, et je les ai accompagnés en haut de la vallée Maume. Voilà. Donc déjà une relation un peu biblique au sens symbolique du terme entre avec les Cévennes. Oui. Alors, donc tu viens d'écrire cette enquête littéraire à l'occasion du cinquantenaire de la parution de L'Épervier de Maheu, un roman qui a eu un succès phénoménal à l'époque, il y a 50 ans, et qui a obtenu le prix Goncourt. Tu as une proximité particulière avec cette œuvre géographique. Ici, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu étais peut-être la personne la mieux placée pour faire ce retour sur ce succès littéraire? Oui. Puisqu'on se trouve à Saint-Julien. Alors sur le plan kilométrique, oui, je suis assez bien placé, puisque voilà. Depuis la fenêtre de cette maison, on peut voir la vallée de Maheu. Je n'en dirai pas plus, par respect pour le vrai Maheu, les gens à qui ça appartenait. C'est un secret de Polichinelle, dans la région, on sait où c'est un mas isolé, qui est donc à vol d'oiseau à quelques centaines de mètres d'ici. Et c'est vrai que dans les années 70, donc le livre a été un succès de librairie tout seul. Ensuite, il y a eu le prix Goncourt qui a fait exploser les choses. Et puis ici, c'est typique de ces livres qui ont un succès, je dirais, national sur les scènes parisiennes, tout ce qu'on veut, mais qui sont aussi une histoire intime du pays. Et donc les gens ici, que ce soit les lecteurs, que ce soit les gens qui ont jamais lu le livre de leur vie, tout le monde a été, je dirais, invité à prendre position par rapport à l'Épervier de Maheu. Pour ou contre, c'est un livre qui a laissé personne indifférent. Il faut imaginer un livre qui a un succès non seulement français mais même international, parce qu'il y a eu des traductions dans plusieurs langues, et qui parle d'un tout petit pays, et qui parle d'un mot que les gens connaissent. Le Mazel de Mort qui apparaît dans le livre, c'est le vrai nom, alors que Maheu c'est un nom inventé. Le Mazel de Mort est ici ruiné, il est à quelques kilomètres d'ici. Et puis les gens dont l'histoire est racontée, les gens sont connus ici. Il y a des parents, il y a des cousins éloignés. Donc il y a encore une mémoire oui. le fait divers dont s'est emparé Carrière pour écrire ce livre. Absolument. Il y a encore ici une mémoire des descendants. Bien sûr, les descendants sont encore là et la mémoire est vive. Et toi, c'est quelque chose dont par exemple, cette histoire qui a fondé le roman L'Épervier de Maheu, c'est quelque chose dont tu as entendu parler dans ton enfance, dans ta jeunesse, on en parlait encore un petit peu ici autour de Non, absolument pas. Non. Ce qui existe, il existe le MAS et puis il existe la galerie qu'on a souvent visitée, qui fait, je sais pas, 8 mètres à l'intérieur de la terre, qui était dans le schiste, creusée dans le schiste, pour trouver l'eau. Voilà, donc ça, on sait que ça existe, mais des galeries pour trouver l'eau, il y en a pour que ceux dans les Cévennes. Comprennent, en fait, dans le roman L'Épervier de Maheu, donc, il y a plusieurs histoires imbriquées, mais un des grands défis donc, du personnage Abel, c'est de trouver de l'eau dans ce pays très sec. Il va passer une partie de sa vie, un peu comme les personnages de Pagnol, à creuser une galerie à la limite sous la montagne pour en faire surgir de l'eau.
et ça ne fonctionnera pas, donc il y a une espèce de métaphore de la vanité des entreprises humaines, on peut dire ça? Oui, absolument. Et je dirais que c'est l'histoire essentielle, c'est la quête de l'eau. Hein. Voilà. Et ça fait penser à certains romans de Giono. On a d'ailleurs souvent fait le parallèle Giono-Carrière, qui est un peu abusif, mais peu importe. Mais dans les romans de Giono, de Pagnol, oui, bien sûr, c'était très lié. Il se connaissait, il était, on peut dire, Carrière était plus jeune que Giono, bien sûr. Ah oui, beaucoup et plus jeune. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été un peu son Pygmalion au début Tout à fait, oui, oui, oui. Carrière, c'est voulu le disciple fou d'amour. Il parle d'amour d'ailleurs par rapport à Giono. Il est allé vivre auprès de Giono quand il avait 25 ans. Et plus globalement, c'est l'histoire de l'eau qui fait cruellement défaut dans les terres méditerranéennes. Hein. Alors d'ailleurs, c'est moins vrai dans les Cévennes. Les Cévennes schisteuses, il y a de l'eau partout. Mais là, à Maheu, on est, bon, pour être pas trop précis, on est sur le flanc de la Caen. C'est pas loin de la Caen hospitalier. Et donc, on est à la limite du calcaire et du schiste. Et donc, en pays calcaire, l'eau manque. Et le gars, il a cherché désespérément l'eau. Dans cette maison ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de source. On avait une citerne qui d'ailleurs tenait mal l'eau. Et la seule source du hameau, elle est sous le hameau. Ce qui pour une source, c'est pas pratique. Donc c'est une histoire qu'on connaît partout. Hein. Voilà. Donc c'est une histoire, je dirais, assez banale. dont Carrière a fait évidemment une sorte de mythe un peu biblique, un roman désespéré, à partir d'éléments réels, y compris la scène qui a tellement choqué ici, qui est une scène vraie, mais qui ne s'est pas passée à Maheu, qui ne concerne pas la famille dont Carrière s'inspire, c'est la scène de l'homme mort dont le corps est déjà en décomposition, c'est une scène d'été. Hein. Et la veuve, au dernier moment, demande, c'est une histoire vraie, hein, demande au menuisier, on sourit mais c'est tragique, de rouvrir le cercueil pour qu'elle récupère le drap. Le linceul pour parler littéraire. Comme si elle voulait le suaire du Christ en quelque sorte. Il y a quelque chose de sacrilège, parce que c'est un peu comme si... C'est tout simplement un geste d'économie, ouais, dans un pays où les gens étaient pauvres. Et moi, je ne jette pas la pierre à ce geste-là qui est vrai, mais qui a énormément choqué. Les gens d'ici sont trouvés insultés, humiliés par cette voilà, scène. donc il y a cette dimension très polémique qu'a amorcé l'œuvre, parce que le succès était énorme, la polémique a été énorme aussi. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que le succès de ce livre, bien sûr, il est dû à la qualité de la langue, à la qualité de l'œuvre, mais aussi en grande partie que le succès, c'est l'histoire d'un malentendu. Oui. Que c'est une forme d'histoire de malentendu, et d'ailleurs Carrière, si j'ai bien compris, s'est beaucoup exprimé, a beaucoup essayé de résoudre ce malentendu, disant attention, je n'ai pas voulu écrire un livre sur les Cévennes ou sur la paysannerie, c'est pas du régionalisme, ce livre est à prendre avant tout comme une métaphore de la condition humaine, avec ce qu'elle peut avoir de tragique, avec nos espoirs déçus. Absolument, c'est le mot qu'il a employé, c'est le vrai mot, un malentendu. Alors, mais ce malentendu a servi le succès de l'œuvre, comme aussi. La polémique fait monter. Mais oui, le malentendu peut être bon pour l'histoire d'un livre. Carrière a lui-même une part de responsabilité, parce qu'à un moment, il a dit c'est une histoire vraie. N'en déplaise aux gens qui me critiquent, c'est une histoire vraie. Il a insisté sur le côté vrai de l'histoire. Voilà, alors que ce qui l'intéressait, lui, c'était d'écrire un livre désespéré. Carrière est un écrivain désespéré, on le sait. Il est désespéré de bout en bout. Il est malade de son enfance perdue. Pour lui, l'enfance c'était le... Voilà, tu l'expliques dans ton essai, c'est quelqu'un qui a une vie assez dépressive et qui a été soigné pour dépression, qui s'est battu contre la dépression, mais qui a un deuil de l'enfance terrible. Absolument, absolument. Et quelque chose qui existe peut-être chez chacun d'entre nous, à plus ou moins forte dose. En fait. Absolument. On est tous un peu nostalgiques, je crois. Voilà, on se guérit comme on peut, on se soigne comme on peut. Lui, il en a fait des romans. Et là, clairement, c'était pas un roman sur la fin, sur l'exode rural. C'était pas un roman sur la fin de la terre. C'était pas un nouveau Colline de Giono, pas du tout. Hein. C'était surtout pas du régionalisme. Ces éléments ils sont, mais ça sert de décor. Mais c'est pas le, c'est pas le propos principal du livre. Le propos principal, c'est un livre sur le. Je suis désolé, il faudra couper. Il y a des mouches. Hein. On est en Cévennes, donc tu peux le faire passer au Pompidou. Messieurs et mesdames du Pompidou, je suis désolé. Il y a un troupeau dans le hameau, même s'il est parti en transhumance sur le Bougès, on en est là. Mais il faut que les Parisiens sachent qu'on lutte avec les mouches, que le combat n'est pas terminé. Le Covid, oui, mais les mouches, non. Et pour en revenir à Carrière, ça crève les yeux. D'ailleurs, il l'a dit aussi. Il a dit à la fois, c'est une histoire vraie, il a dit à la fois, ça aurait pu se passer en Chine, en Écosse, n'importe où dans le monde. Le but, c'est pas de raconter la fin des Cévennes et de l'écrire des Cévennes. Le but, c'est de dire, la vie de l'homme, c'est un combat désespéré, mais la grandeur de l'homme, c'est ce combat, c'est celui de Sisyphe finalement. Voilà, c'est
Camus un peu, voilà. Ce caillou qu'on monte en haut de la montagne. Absolument, c'est un roman de l'absurde. Alors là, je vais relier Camus et les Cévennes, attention, accrochez-vous. Je rappelle que le type, l'histoire de Sisyphe qui monte son caillou sans fin, c'est l'histoire de la vieille morte dans les Cévennes. Hein. Donc, d'une certaine façon, le mythe camusien est inscrit dans les Cévennes. Ça, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est que c'est un... Non, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est que c'est un roman de l'absurde. Et je pense que Carrière, il a des détestations. Comme écrivain, il déteste tout ce qui est existentialisme, nouveaux romans, littérature à la Sartre, etc. Littérature de l'absurde, c'est pas du tout son truc. Et pourtant, je pense qu'il n'était peut-être pas conscient. À mes yeux, il a fait un vrai roman de l'absurde. Et s'il fallait le comparer dans l'histoire de la littérature française, certes, on le compare à Giono à juste titre, mais moi, ou à Chanson, ou à Ramu, mais moi je comparerais aussi bien, effectivement, je lis dans le livre, au Camus de l'étranger, au Beckett de En attendant Godot. Qu'est-ce que fout le type à Maheu? Il attend Godot. L'épervier, c'est Godot. Voilà, c'est un dieu est-ce que c'est un dieu? Il viendra jamais, il est inaccessible, et il n'y a aucun avenir pour l'espèce humaine, sauf de trouver son honneur dans le combat. C'est vraiment un roman philosophique, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout à fait. Il disait même métaphysique, lui. Oui, métaphysique, c'est le mot. On pourrait rapprocher d'écrits beaucoup plus anciens, ça fait penser un peu à l'Ecclésiaste, vanité des vanités, toutes les vanités. Absolument, c'est sur l'absurdité, mais beaucoup sur la vanité de nos actions et oui, c'est ça. L'absence de sens de la vie. D'ailleurs, il cite à 2 ou 3 reprises la Bible, et c'est pas pour faire uniquement couleur locale. Hein. Un roman sur les Cévennes, on peut citer la Bible, ça fait couleur locale, les Huguenots, les Camisards, mais Carrière est un catholique, un vrai catholique, un gros lecteur de la Bible, et oui, c'est un roman biblique. Je l'ai écrit aussi dans le livre, je pense que c'est peut-être le roman le plus protestant de la littérature française, alors qu'il a été écrit par un catholique. Parce que c'est un roman sur l'Ecclésiaste, sur la vanité des vanités, sur le Dieu, le Dieu dans l'Ancien Testament, ce Dieu terrible, ce Dieu qui punit, ce Dieu qui ne se manifeste pas. Voilà, c'est pas du tout le Dieu des chrétiens, c'est ce Dieu arbitraire qui est censé aimer son peuple mais qui passe son temps à le punir. Donc, je pense que Carrière a écrit, je l'ai dit, je pense avec André Gide, le seul vrai roman biblique de la littérature française. Voilà, il y a la porte étroite de Gide et il y a l'épervier de Maheu. Et c'est pas un protestant. Dans la limite, c'est peut-être, je dirais, c'est la manière dont les Cévennes ont déteint sur lui. Il y a peut-être une sorte d'acculturation involontaire, en même temps profonde, parce que c'est un lecteur de la Bible, hein, tout simplement. Peut-être tu pourrais nous parler, autour de ce livre, de la notion de dépassement, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs dépassements autour de l'histoire de ce livre. Il y a déjà un auteur qui est dépassé par son succès. Oui. Carrière, si je me souviens bien, dans ton texte, s'exprime ce sujet. Il dit que dans une œuvre littéraire, il y a toujours une partie du contenu, du propos qui dépasse les intentions de son auteur. Donc, écrire, c'est toujours être dépassé par sa création. Ensuite, il y a ce dépassement du succès qui dépasse largement ce qu'il avait anticipé. Et lui-même est dépassé par les événements. Donc, comment tu pourrais nous parler un petit peu de comment il a vécu ça, Je verrai 2 dépassements. Alors le premier, le plus évident, c'est le succès qui l'a totalement stupéfié. Il le dit, il s'attendait à avoir le même succès d'estime que pour son premier roman, qui est un roman très intéressant, Retour à Uzès, qui est très littérature de l'absurde, beaucoup plus. Un roman étonnant, difficile à lire, un peu étouffant. En le lisant, j'ai cru lire L'étranger de Camus, vraiment, Retour à Uzès. Et il pensait avoir 1500 exemplaires vendus. Et puis les chiffres sont très variés, ça peut aller de 900 000 à 2 millions, peu importe. Donc, il a été dépassé par ce succès. Comme d'autres personnes qui ont reçu le prix Goncourt, ce qui était une chance extraordinaire, il est devenu riche. Et il faut bien le dire, hein, du jour au lendemain, ça lui a permis d'acheter son chalet à Camprieux sur les Gouales. Il est devenu célébrissime du jour au lendemain. Son éditeur Pauvert ou d'autres disent, le soir du Goncourt, il ne faut pas imaginer une carrière effondrée. Il est surexcité de joie. C'est après que le contre-coup. Et après, il a été finalement dépassé par ce succès. Il a passé un an à courir les librairies, à s'éloigner de sa vie d'écrivain d'ailleurs, s'éloigner de la solitude, s'éloigner aussi de son épouse de l'époque. Je pense qu'il le dit, le prix Goncourt sera un élément du divorce. Et puis, vous le savez, son père, c'est accidentel, son père est écrasé par une voiture quelques mois après. Et lui, il a lié
le succès du Goncourt, le fait qu'il n'était pas là, il faisait des conférences à Strasbourg, et la mort accidentelle de son père, écrabouillé par une voiture sur la nationale entre Nîmes et Alès, il y a vu une forme de culpabilité. Il a fait un lien entre le Goncourt, donc à partir de là, je dirais, il a été malade du Goncourt d'une certaine façon toute sa vie, et il a écrit, on le sait, un livre intéressant, qui est un livre très autobiographique, Le prix d'un Goncourt, qui n'est pas qu'un jeu de mots, pour dire qu'il a payé très cher. Oui. Voilà. Et je dirais que l'autre dépassement, c'est que il me semble, et ça je trouve que c'est très cruel, il me semble que, bon, Les Pères de Maheu c'est vraiment un chef-d'œuvre, et je crois que, comment dire, il n'a jamais réussi carrière à atteindre après dans tous ses livres le même niveau de littérature. Comme si ce livre avait une sorte de grâce particulière. Il a d'ailleurs essayé à un moment, ça s'appelle Un jardin pour l'éternel, je crois, mais qui à mes yeux est un quasi-échec. Il a essayé de renouveler l'opération, de le refaire. J'insiste beaucoup sur le livre, l'idée d'autopastiche. Et il n'est jamais parvenu, comme si ce livre était une sorte d'apax dans son œuvre d'écrivain, comme si ce qui était quasiment un coup d'essai, sans jouer sur les mots, est devenu une sorte de chef-d'œuvre absolu. Et j'ai le sentiment qu'il a couru toute sa vie, derrière donc son enfance perdue, dont il était malade, et derrière... ce climax oui, de sa carrière, dont il savait que c'était quelque part, à partir de là, il ne pouvait que décliner. Oui. Alors, je l'ai souvent pensé ça, je l'ai souvent dit, et en fait, en relisant, j'ai lu toute son œuvre, qui est abondante, hein, après le Goncourt, il a eu beaucoup de mal à écrire. Hein. Après le Goncourt, d'ailleurs, des journalistes se moquaient de lui, avec beaucoup de cruauté injustifiée. Il mettait 6 à 7 ans pour sortir un livre. Et puis, à partir de la fin des années 90, il s'est mis à écrire un livre quasiment par an. Et dans ces livres-là, il y a vraiment des choses assez remarquables, mais très différentes des Pères de Maheu. La seule chose qui est commune, c'est l'angoisse du vieillissement, du temps perdu, de la maladie qui est notre destin à tous, mais la maladie comme expérience métaphysique de la mort. Voilà. Mais il y a des livres très différents, plus légers que les Pères de Maheu, qu'on pourrait croire écrits par un autre écrivain, et qui finalement, je dirais, comment dirais-je, réhabilite un peu dans la vision que j'avais. Pour moi, carrière, c'était le chef-d'œuvre des Pères de Maheu, et ensuite un type qui aurait couru toute sa vie pour essayer de faire aussi bien. Il y a de ça, mais quand il essaye de faire totalement autre chose, il y a 2 ou 3 petits chefs-d'œuvre, je dirais presque un peu à la Kerouac ou à la... plutôt la littérature américaine, dont on sait que c'était un de ses modèles. Hein. Il est fasciné par la littérature américaine. Alors, là, il y a quelque chose, il me semble, d'intéressant autour de ce succès qui vient, on va dire, entre guillemets, tôt dans sa carrière d'écrivain, même si il y a déjà un certain âge. On a l'impression, finalement, qu'il est Abel, il a trouvé l'eau dans sa grotte, mais trop tôt. L'eau a jailli trop tôt, et ce n'était toujours pas ça, finalement. Que parfois, il vaut mieux peut-être courir toute sa vie après un rêve, que le réaliser trop vite, parce qu'on se retrouve peut-être face à quelque chose d'encore plus vertigineux quand on a tout ce qu'on voulait. J'avais pas vu ça comme ça. Et peut-être que, et là peut-être la métaphysique, peut-être que Abel, c'est sans qu'il ait voulu peut-être, mais une métaphore du destin de tous les hommes, et en particulier de son destin à lui, qui a creusé toute sa vie dans la littérature pour retrouver cette enfance perdue. Il a eu le Goncourt, mais l'enfance n'a pas surgi avec le Goncourt, enfin en tout cas... C'est vrai, on peut le dire. C'est une histoire d'espoir déçu finalement, c'est lui Abel, quoi. Oui, il aurait aimé être Abel, oui. Je crois qu'à un moment, il dit que chanson, c'est l'autre, c'est celui qui est parti, qui trahit Abel. Il y a vraiment un problème entre chanson et carrière, alors que tout était fait pour les rapprocher. Oui, Abel, alors l'Abel, donc, non pas l'Abel de la Bible, hein, mais il y a de ça aussi, hein, mais l'Abel, donc, Abel Rayant, le héros principal et tragique des Pères de Maheu, lui, il échoue jusqu'au bout. Alors après, on ne sait pas si quand la galerie explose, on ne sait pas si c'est un accident ou si c'est un choix de finir, si c'est un suicide, et donc sa dernière liberté, on ne sait pas. Bon. Par contre, oui, carrière, c'est le malheur de carrière. Avec le Goncourt, c'est qu'il trouve l'eau tout de suite. Ouais. Et qu'après, une fois que tu as trouvé l'eau, tu peux l'avoir, mais il faut continuer à vivre. Voilà. Il a trouvé l'eau très vite, mais ça ne l'a pas désaltéré. Très vite, ouais. On peut le dire. Alors, on aurait dû commencer par ça, mais bon, on aura la chance de rectifier au montage. On pourrait peut-être déjà quand même expliquer pourquoi le titre de ce roman, L'épervier de Maheu, puisqu'il y a ce personnage, entre guillemets, enfin cette figure de l'épervier qui plane dans le ciel, et tu peux nous expliquer un peu peut-être?
Ben, dans les perviers de Maheu, Quelle religion? il y a deux éléments. Il y a Maheu, donc qui est un nom inventé. Alors on s'est demandé si dans Maheu il y avait Malheur, s'il y avait les noms de certains hameaux, le Maillotard, le Maillotier, le Maziel, voilà, on s'est demandé. Moi je pense que il ne faut pas chercher du côté de la toponymie, il faut chercher plutôt du côté de la métaphysique. Là, ça serait une création vraiment de... Ah oui, c'est une invention, ouais, voilà. Ça serait vraiment une... Oui. Il aurait choisi ce mot pour... Ah oui, il a choisi, je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais pas en tous les cas un toponyme, je crois. Et puis il y a l'épervier, voilà. Et l'épervier, c'est un animal qu'on voit souvent ici. Alors les ornithologues disent que ce n'est pas des éperviers, que c'est soit des... Alors il y a des buses, je crois, plus souvent. Voilà, ce qu'on appelle, en patois ou en occitan, on dit le musset, bon, l'épervier. Il y en a qui planent, voilà. Donc évidemment, c'est une figure de Dieu, c'est-à-dire l'épervier, c'est un animal immobile dans le ciel, inaccessible, puisque Abel, avec un vieux fusil pas suffisant, tire pour rien sur l'épervier qui est inaccessible. Et donc évidemment, c'est le destin. Alors soit on est chrétien, on dit, ou on est juif, on dit c'est Dieu, c'est le Dieu cruel qui laisse sa créature se démener, soit on n'est pas chrétien, mais on considère que c'est un Dieu grec. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que les dieux grecs sont totalement arbitraires et les hommes sont abandonnés, alors soit à leur finitude, soit ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la folie, quoi, voilà. Et ça pourrait être aussi, j'ai dit tout à l'heure, où je redirais, ça c'est si vous coupez au montage, j'ai dit où je redirais que c'est un roman biblique, mais c'est aussi un roman un peu, je dirais, de la Grèce antique, dans lequel les dieux sont totalement différents aux hommes, sauf que, parfois, pour s'amuser ou pour se venger, ils envoient à l'être humain la folie. Donc, ce que les Grecs appellent l'hubris. Alors la folie, ça peut être la passion amoureuse, ça peut être la colère. Il y a beaucoup de colère qui mène les gens, ou ça peut être cette sorte d'entêtement maladif d'Abel à trouver l'eau et à creuser cette galerie jusqu'à mourir dans l'explosion. Et là, c'est typique de l'hubris grec. Donc voilà, l'épée de Maheu, qu'on soit chrétien, juif ou païen ou antique, c'est le Dieu qui ne répond jamais, c'est le Dieu qui nargue, c'est le Dieu qui est inaccessible, et en face, en bas, hein, il y a l'homme qui se démène dans sa finitude. Santé. Santé.